Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau journal. Mesdames, Messieurs, tout de suite, voici le titre. Près d'un mois après avoir obtenu sa charte, l'Union Sacrée La Nation vient d'effectuer sa sortie officielle ce samedi 29 avril au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, qui était plein à craquer. Vous le voyez dans ces images où près des 500 partis politiques étaient annoncés. Le point, c'est au cours de ce 20h. Nous parlons également de la démission du général-major Jeff Nyanga, commandant de la force sous-régionale de l'EAC, qui suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Et ici, en ce 30 avril, la RDC célèbre la journée nationale de l'enseignement, une occasion qui repose la question des défis et même des avancées dans ces secteurs de l'éducation. À marge de cette journée, nous aurons abordé de plusieurs angles. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour de cette édition. Place à présent au développement des titres et bien d'autres. Et tout d'abord, ces nouvelles concernant l'Union Sacrée La Nation. En effet, près d'un mois après avoir obtenu sa charte, cette plateforme électorale et politique vient d'effectuer sa sortie officielle en ce samedi 29 avril au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, qui était plein à craquer, où plus des 500 partis politiques et regroupements étaient attendus et même annoncés plusieurs jours avant. À marge de cette sortie officielle, le vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a profité de la cérémonie de cette sortie ce samedi au Stade des Martyrs pour lancer un appel à l'unité majorité-opposition pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et je disais également au sommaire, la démission du général-major Jeff Nyanga, commandant de la force sous-régionale de l'EAC, continue à susciter des réactions, des vives empreintes au sein de la société, disons de la classe politique congolaise côté majorité. Ces démissions arrivent au meilleur moment où la population, surtout celle de l'Est, attendait plus cela. Mais pour le camp de l'opposition, ces démissions ne font rien si la RDC ne sait pas encore définir le mandat de la force sous-régionale dans la partie orientale du pays. Écoutons tour à tour Ramsès Mouteba et Maître Gabriel Makinga au micro d'Ali Chabani. Nous avons tant réclamé, tant décrié les comportements de cette force et en plus de cela, on a toujours dit qu'il n'y a jamais eu une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Donc si le chef décide de démissionner, il a constaté qu'il y a eu certaines situations difficiles qu'il était incapable de régler. Non seulement cela, et en plus de cela, par rapport à la mission régalienne de cette communauté. De l'autre côté, l'accord, c'était une mission qui devait avoir la mission d'attaquer. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils nous disent qu'ils n'ont pas cette mission, mais leur mission, c'est le cantonnement. Ce qui a créé un peu beaucoup de frustration au sein de la population congolaise et également au sein du gouvernement congolais quand les représentants du gouvernement, les ministres des Affaires étrangères nous disent que cette force a la mission d'attaquer, c'est-à-dire qu'il y a une grande contradiction entre les représentants de cette communauté et les gouvernements. Quand il évoque la pression, c'est juste les faux fuyants parce que lui-même là a échoué à sa mission. Échoué à sa mission, c'est-à-dire il n'a pas respecté. Lorsqu'il y a une interpellation, ce n'est pas une pression. Il faut faire la part des choses parce que lui également n'avait pas très bien compris les cahiers de charges en venant en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais est incapable de faire venir les gens en République démocratique du Congo et définir de manière claire ce que ces gens sont appelés à venir faire. Ils ont appelé une force en République démocratique du Congo sous leur entendement que cette force venait pour combattre les terroristes du M23, mais la force en elle-même venait pour cantonner ces terroristes, venait pour négocier avec ces terroristes pour qu'ils libèrent nos territoires. Et ce monsieur est arrivé à un certain moment, se retrouve dans une insécurité parce qu'il subissait la pression et du gouvernement et de ses amis terroristes du M23. Il se retrouvait, comme on dit en français facile, entre le marteau et l'enclume. Et il s'est dit, pour sauver ma peau,
je dois partir et continuer à laisser le gouvernement congolais dans ces flous. Ces gouvernements qui continuent à penser que cette force est venue pour combattre en lieu et place de nos FARDC, et cette force qui estime qu'il n'est pas venu pour combattre. Il devrait partir, et il est parti. Et celui qui arrive, d'ailleurs, il est déjà arrivé, si la majorité ne sait pas. On n'a pas encore défini clairement sa mission ici. Il vient pour ordonner aux troupes de combattre ou bien de cantonner. Mais pour leur conception, c'est pour cantonner. C'est lui qui a nommé ce monsieur, c'est le président Kenya, l'avait déjà dit à son temps, que ces forces de l'EAC viennent non pas pour combattre. En économie, selon le dernier rapport d'Africa's Pulse publié en avril 2023, la croissance économique en Afrique subsaharienne sera freinée par plusieurs facteurs, entre autres ici l'incertitude de l'économie mondiale, la sous-performance des plus grandes économies du continent, ce qui ne suffira pas à réduire l'extrême pauvreté. Chadra Kaila nous en fait le point. Les rapports indiquent que la croissance économique devrait ralentir à 3,1% en 2023 contre 3,6% en 2022, tandis que l'inflation restera élevée à 7,5%. Plusieurs gouvernements de la région font face à une augmentation des paiements de la dette et des problèmes de liquidité liés à des emprunts coûteux et à l'appréciation du dollar américain. Les risques du surendettement restent élevés avec 22 pays présentant un risque élevé de surendettement extérieur ou étant déjà en situation de surendettement en décembre 2022. Les conditions financières mondiales défavorables ont également augmenté les coûts d'emprunt et du service de la dette en Afrique, détournant l'argent des investissements de développement impensables et menaçant la stabilité macroéconomique. Les performances économiques varient d'une sous-région à une autre. Pour faire face à cette situation, African Pulse recommande au gouvernement africain de se concentrer davantage sur la stabilité macroéconomique, la mobilisation des recettes intérieures, la réduction de la dette et l'accroissement productif dans le contexte de la transition énergétique et de l'augmentation de la demande des métaux et des minéraux. Les gouvernements riches en ressources ont la possibilité de mieux exploiter les ressources naturelles pour financer leurs programmes publics, diversifier leur économie et élargir l'accès à l'énergie. La croissance économique de l'Afrique de l'Ouest et centrale est estimée à 3,4% en 2023 contre 3,7% en 2022, tandis que celle de l'Afrique de l'Est et australe est estimée à 3,0% en 2023 contre 3,5% en 2022. À présent, ce questionnement, quel est l'état actuel des finances en RDC qui ont atteint près des 16 milliards de dollars américains comme budget annuel cette année 2023. La RDC peut encore souffrir des retards de paiement des fonctionnaires de l'État. C'est entre autres les questions sur lesquelles Jason Sterns, directeur des groupes d'études sur les Congos, éclaire l'opinion dans ce commentaire de Joseph Kaongo. Quel est l'état des finances en République démocratique du Congo? La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar et le retard de paiement de fonctionnaires de l'État ont amené Jason Sterns, directeur du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, d'analyser la question, mais aussi celle sur les raisons de l'élévation du budget de la République démocratique du Congo jusqu'à 16 milliards de dollars. À la suite d'une visite du FMI en février, l'organisation avait relevé les prévisions de croissance du Congo à 8,5%, l'une des plus élevées au monde, grâce à des exportations minières élevées, qui ont augmenté d'environ 20% au cours de l'année écoulée. Pourquoi alors le gouvernement peine-t-il à payer ses employés ? Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a expliqué qu'en février et mars, il y avait des problèmes liés à et je cite, un choc dû aux dépenses sécuritaires, aux dépenses humanitaires et à des élections qui ont perturbé la trésorerie. Pour comprendre l'ampleur de ces défis, en particulier les dépenses liées à la défense et la crise du M23, il est utile de jeter un coup d'œil aux chiffres du ministère du Budget. Ceci montre qu'en 2022, le Congo a été en mesure de lever et de dépenser environ 7 milliards de dollars, bien que Kazadi affirme que ce chiffre était plus proche de 9 milliards de dollars. Ce chiffre représente une augmentation spectaculaire de 75% par rapport au dernier budget du président Kabila en 2018, lorsque le gouvernement n'avait pu lever que 4 milliards de dollars. Cela est dû à un mélange de meilleures performances des différentes agences fiscales, mais en particulier aussi au montant plus élevé des recettes provenant des sociétés minières. Quel secteur en République démocratique du Congo reçoit le plus les fonds publics? Pourquoi et est-ce que ces fonds sont utilisés à bon escient? Jason Sterns explique.
Cependant, ce budget a également connu une augmentation massive des dépenses dans certains secteurs. Au cours de cette même période, les dépenses de la présidence sont passées de 4% à près de 8% du budget, tandis que celles du fonctionnement et de la rémunération des cabinets ministériels ont aussi augmenté considérablement. Le gouvernement dépense désormais plus pour la présidence que pour la justice, les soins de santé ou l'enseignement supérieur. Et, comme l'a suggéré le ministre des Finances, le budget de la défense a aussi augmenté de manière astronomique. En 2018, le gouvernement avait dépensé environ 350 millions de dollars pour la défense. L'année dernière, les chiffres officiels suggèrent qu'il s'agissait de 563 millions de dollars. Des sources au sein du gouvernement et du FMI suggèrent qu'il était beaucoup plus élevé, en raison des dépenses urgentes liées à la crise du M23, atteignant plus d'1 milliard de dollars pour 2022, même si la taille de l'armée n'a pas augmenté depuis 2018. Le président Tshisekedi est entré en fonction en promettant une augmentation spectaculaire du budget du pays. Il est en passe d'y parvenir, mais la collecte de fonds n'est qu'un aspect de l'équation. Avec peu de transparence et peu d'audits des dépenses du gouvernement, en particulier celles de la présidence ou de l'armée, et avec une grande partie du budget dépensé dans les urgences, il est difficile d'évaluer si les dépenses du gouvernement ont un sens. Et l'état de la piste, l'aéroport international à Luano inquiète au plus haut point le PCA et le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA qui ont quitté Kinshasa ces dernières heures pour palper les réalités ici à Lubumbashi de cet aéroport. Les deux personnalités sont arrivées donc ce samedi 29 avril et sans tarder. Elles ont tenu une réunion d'urgence après constatation in situ du décollement de la piste, encore de la couche ici sur la piste de l'aéroport de la Luano. Martins Kabea et Francine Bissérandou nous en disent plus. C'est l'ego d'un week-end de travail annoncé à Lubumbashi ce samedi 29 avril 2023. Aux environs des 12h30, l'appareil de Congo Airways intitulé Mzee Laurent Désiré Kabila 9S/AKD est arrivé à l'aéroport international de Luano avec à son bord les présidents du conseil d'administration et le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA. À leur descente d'avion, les PCA de la RVA, Bienvenue Lyota, et le directeur général ad interim Alexis Sangui ont été accueillis par les comités de gestion des RVA Luano, chapeautés par le commandant Mario Manga. Monsieur le Président, conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, nous vous invitons à passer la troupe en revue. Après les passages en revue des cadres et agents, la délégation conduite par les PCA Bienvenue Lyota a constaté in situ les décollements des couches de la piste de l'aéroport de Luano. Alexis Sangui, directeur général de la Régie des voies aériennes, revient ici sur leur mission dans le Haut-Katanga. L'équipe de la RVA conduite par Monsieur le Président du Conseil d'administration, nous sommes venus nous enquérir de l'état actuel de la piste de l'aéroport de Lubumbashi-Luano. Nous avons reçu beaucoup de rapports de la part des commandants de l'aéroport et nous avons trouvé des solutions. C'est comme ça que nous sommes venus ici pour nous enquérir la situation et voir comment il y a pour porter exactement concrétiser ces solutions. Après ici, nous allons nous retrouver dans une réunion restreinte technique. C'est pour déterminer, et ça, certainement ce sera les travaux. On va prendre une grande partie de la piste qui est plus affectée pour que les travaux, disons, on réhabilite cette partie-là. L'aéroport va travailler sous trafic, donc il n'y a pas de souci. Les travaux de piste se font toujours par phasage. Auprès des techniciens de l'autorité d'aviation civile, les PCA et les DG de la RVA ont eu des explications claires et nettes sur les travaux qui s'y effectuent. Après ces constats, une réunion a été tenue au cours de laquelle 2 points ont été traités, à savoir les études approfondies en toute urgence. Puis les PCA renchéris par les DG intérimaires sont revenus sur la célérité de l'étude et exécution de ces projets qui s'avèrent urgents. Et parlons présent de l'honorable Shekem Malangi Swanin et sa tendre épouse Sandra Malangi qui ont pris part ce samedi 29 avril à un culte des mamans et à une conférence organisée à l'église catholique paroisse Saint-Augustin située au quartier Golf Caravia. À l'issue de ces activités, le couple Malangi a procédé à la distribution des pagnes à toutes les mamans présentes à cette activité. Marc Combat nous en dit plus. Il était 9h30 lorsque le couple Shekem Malangi Swanin faisait son entrée dans l'église catholique paroisse Saint-Augustin au quartier Golf Plateau Caravia
pour prendre part à la conférence des mamans, ainsi qu'au culte leur consacré. L'accueil réservé des mamans catholiques à ces couples Malandi-Souana, dont la notoriété et la popularité ne sont plus à démontrer dans la Provence, est chaleureux. Avant la dite conférence des mamans, l'honorable Cheikh Malandi-Souana et sa tendre épouse, Madame Sandra Malandi, chrétiens catholiques de leur état, prennent part tout d'abord au culte avant la dite conférence. Ile mwezi inayoelekea wamama jua mama wafikiri kuangalia namna gani ya maendeleo yao katika maisha yao. Dans la maison de l'Éternel, la joie est au milieu. Qui commence bien finit bien dit-on. Le culte prend fin pour laisser place à la conférence des mamans avec comme thème les régimes matrimoniaux. Invitée d'honneur et fervente catholique, Sandra Malandi donne les mots d'ouverture à toutes les mamans. Discours qui fortifie toutes les mamans présentes à la dite conférence. À l'occasion de cette grande conférence des mamans catholiques à laquelle nous avons le privilège de prendre part, nous allons aborder un thème capital, les régimes matrimoniaux. Ce thème se place dans un contexte très précis et nous concerne toutes. Je voudrais souligner la présence de mon tendre époux, l'honorable Cheikh Malandi, que je vous invite à saluer. Il nous encourage et nous fortifie dans cette conception qui vise l'éveil de la femme congolaise face à ses droits et devoirs. Maman catholique, maman chakusema vyote kama pamete wanaweza kutupermettre parce que tunabashi kutoka kuturemettre kwa kila mama pour 20 minutes kikwembe mana moya et puis cette occasion, l'honorable Cheikh Malandi-Souana, habitué à poser des œuvres de bienfaisance dans la société, va distribuer des pagnes à toutes les mamans présentes dans la conférence, comme celles ayant participé au culte des mamans. Ampandishe tena pite tena tetupacha tena na kupita tena na hapa. Mungu amupatie nguvu na neema yake, musindikize na mama Sandra siku nyingine tena atukumbuke shiba mama catholique. Après avoir rendu la joie parfaite à toutes ces mamans catholiques, l'honorable Cheikh Malandi et sa tendre épouse vont par la suite visiter la paroisse Saint-Augustin en chantier, tout en promettant une contribution à l'œuvre des dieux. Et puis, ce samedi 29 avril, le haut cadre du parti Avenir du Congo, ACO, David Boa, a représenté l'adhésion des Libois qui résident en dehors de nos frontières. La cérémonie a eu lieu au siège même du parti ACO, situé sur l'avenue du 30 Jean, ici à Lubumbashi. Les précisions avec Jérémy Jaffari et Mireille Kaboja. Sous ces soleils accablants de ce samedi 29 avril, David Boa, au cadre du parti politique Avenir du Congo, ACO, accompagné d'une foule immense, laisse sa chaise du bureau vide pour marcher sur les artères de la ville de Lubumbashi. Ce leader politique est venu ici représenter l'adhésion du camarade Eli Boa, résident aux États-Unis d'Amérique. C'est au siège national de ce parti situé sur l'avenue du 30 Jean que cette adhésion s'est concrétisée en bonne et due forme. Plus de 300 autres personnes ont emboîté le pas à cet homme politique en acceptant d'être membre de l'Avenir du Congo. Au finish des échanges avec l'équipe trouvée sur place, David Boa pose sa signature qui prouve qu'Eli Boa devient membre de ce parti politique. Ça n'est suivi la remise du drapeau et en signe du parti ACO à David Boa qui justifie le pourquoi de cette cérémonie. Nous sommes tous derrière notre ambassadeur, monsieur l'honorable Dani Banza. Et en plus de tout ça, nous soutenons toujours la vision du chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, alors raison pour laquelle nous avons jugé d'adhérer aujourd'hui au parti Avenir du Congo pour le bien-être du Congo, surtout l'avenir meilleur du Congo. L'avenir du Congo est un parti politique qui a comme objectif assurer un meilleur avenir du Congo, dont le président national est l'honorable Dani Banza. Et puis les droits des femmes et la représentativité de ces dernières dans le domaine politique en RDC sont les sujets analysés par Morissette Yohari du Congo Motema. Cette activité de droits de l'homme demande aux femmes de se créer une place au sein, disons, cette année électorale. Les précisions dans ces commentaires de Joseph Kaongo.
Dans un article paru chez Congo Motema, Morissette Yohari, vice-présidente du Parlement des jeunes de Kipushi et activiste de droits de l'homme et de l'environnement, est revenue sur la bataille de la femme pour ce droit et son émancipation en République démocratique du Congo en une année électorale de surcroît. Pour cette militante de l'égalité de genre, la femme représentant plus de la majorité de la population congolaise ne devrait pas représenter 27% dans le gouvernement congolais actuel, un paradoxe qui fait que les femmes peinent à s'imposer dans la politique à tout le niveau et même au niveau de la base où la femme est manipulée par manque d'instruction parfois ou par pauvreté, souligne Morissette Yohari. Au-delà d'être marginalisée, la femme est utilisée en revanche pour chanter, danser et donner de voix pour les élections sans quasiment aucune contrepartie. Regrette-t-elle? Morissette Yohari en a profité dans cet éditorial pour appeler les femmes à la prise de conscience et à la non-manipulation, surtout de la femme rurale. Morissette Yohari demande aussi que les ONG et les activistes de droits de la femme multiplient les efforts pour faire entendre la voix de celle-ci en cette période importante du pays. Pardon, président de la République démocratique du Congo qui célèbre chaque 30 avril la journée nationale de l'enseignement, une occasion de reposer la question des avancées, même des défis dans ce secteur de l'éducation, mais aussi pour les syndicalistes, c'est une occasion pour faire entendre leur voix par rapport aux conditions des vies des enseignants. Les précisions avec Marcel Kataya et Fernand Tamboué dans ce reportage. Étant tombé le dimanche 30 avril et décalé ce samedi 29 avril 2023, la journée de l'enseignement national a été observée partout en République démocratique du Congo à travers toutes les divisions de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Pour la province éducationnelle au Katanga 1, cette journée dédiée aux professionnels de la CRE a été célébrée ici à Lubumbashi sous le thème « La gratuité de l'enseignement primaire, l'affaire de nous tous ». En marge de cette fête nationale, le prophète Joseph Mwikeo a indiqué devant les acteurs de ce secteur qu'il s'agit d'une occasion pour réfléchir sur l'importance de l'éducation dans la société. C'est une occasion importante pour nous de réfléchir à l'importance de l'éducation et d'évaluer les réalisations que jusqu'ici nous avons accomplies au sein de notre sous-secteur. Notre Constitution reconnaît l'éducation comme un droit fondamental pour tous les citoyens. La ministre provinciale a quant à elle loué surtout les efforts fournis par le gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État dans ces domaines, nonobstant quelques difficultés rencontrées. Un concours d'éloquence féminin a été organisé en marge de cette journée dans le Haut-Katanga, y compris à la province éducationnelle Congo Central 1. Ici, des activités culturelles ont été planifiées dans toutes les 11 sous-divisions. Du côté est de la RDC, précisément à Beni, le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, regrette cependant que les enseignants aient célébré leur journée sans leur salaire du mois d'avril. Et nous parlons toujours de cette journée nationale de l'enseignement, une célébration très peu considérée, souvent qui passe en méditation. On regarde des problèmes qui gangrènent le secteur éducatif. De ce fait, un chevronné de la CRE a été approché dans ce focus de Jean-Claude Loupé. Prestant l'Institut Kouwezo aux côtés de ses bons collaborateurs, Simon Zam est un doyen dans l'enseignement. Je suis entré trop jeune, à 25 ans presque comme ça, j'étais trop jeune, j'ai commencé par être professeur. Ici, dans au total d'années, j'ai venu de totaliser 33 ans. C'est ma 34e année comme préfet des études secondaires. Son parcours n'a pas été seulement rose, des écarts ne manquent pas. Nous avons des problèmes, nous avons les négatifs, vous avez les positifs. Les positifs d'abord, c'est que moi, à peine, j'ai vite parcouru mon cursus et j'ai été préfet d'études, c'est très important. Un préfet n'est pas n'importe quelle personne, non, c'est le chef d'établissement. Au grade statutaire, j'ai le grade de chef de division, très important. Et si on compare comparativement à l'armée, donc le chef de division a le grade du colonel dans l'armée. J'ai été acquis une fois là, il y a 2 ans. J'ai été servi par un enfant qui était mon enfant. Il m'a secouru, il m'a offert un hôtel, un billet.
Il y a toujours des points de vue que nous avons. Partout où vous passez, si le travail vous l'avez rendu honnêtement avec amour, rassurez-vous que les gens sont reconnaissants. Au regard de sa carrière, voilà un appel de Simon Zam à la jeunesse. J'insiste beaucoup, c'est un appel pathétique que je lance aux jeunes gens. On ne vient pas à l'enseignement pour s'enrichir. Ce n'est pas l'OFIDA, ce n'est pas le ministre des Finances, hein. Vous n'êtes pas à la DELCAT, non, vous êtes à l'enseignement. C'est un domaine que j'aime bien et je vais le remplir avec fidélité tout en respectant la hiérarchie. Voilà les rôles de ceux d'Adonant. Tout en étant efficace, il faut respecter les institutions. Au-delà de ça, vous ne marchez pas dans l'enseignement. Je vous ai dit que Ouchoud, le préfet Ouchoud, le lycée Kibéla, c'est le doyen d'ici de Lubumbashi. S'il a tenu, si nous avons tenu, parce que nous devons, respecter les hiérarchies. L'administration ne se discute pas. On vous dit faites un. Donc, c'est ça que les jeunes préfets doivent comprendre. L'administration ne se discute pas. Ces vieux chevaliers de la craie plaident pour des réformes de l'éducation en RDC. C'est un programme, il faut les revoir. Et Dieu merci, il y a quand même des réformes en cours qui s'annoncent. Notamment aujourd'hui, nous sommes partis des anciens programmes où il y a des taxes, l'enseignement adapté aux enfants, en partant du milieu de l'enfant, en partant de sans que l'enfant maîtrise. C'est dommage que les réformes sont prises en cours d'année, on les arrête. Il faut vraiment, l'enseignement doit être réformé. Simon Zam a placé un mot quant à la qualité de l'éducation. L'enseignement au rabais, non. Il y a les déficits, oui. Le déficit inhérent à la formation. Est-ce que les enfants, quand vous venez, quel est le niveau des enfants, les préacquis des enfants, quel est le préacquis quand ils viennent à l'école? Donc, et nous tous, et les parents, devons voir dans la même direction. C'est vrai, l'enseignement est difficile à comprendre. Ainsi, chaque année, la journée nationale de l'enseignement est célébrée sans récompenser ses acteurs. Et toujours au chapitre des célébrations, en ce 29 avril, l'échiquier international célèbre la journée de la danse qui ne cesse de se perfectionner au fil des années. Et surtout en Afrique, les contours de cette célébration, c'est dans ces images et commentaires de Francine Misséandou. Suggéré par les comités internationaux de la danse dans l'objectif de commémorer l'anniversaire de la naissance de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne, la Journée internationale de la danse est une manifestation culturelle initiée par l'Institut du théâtre, l'un des principaux partenaires de l'UNESCO dans les domaines des arts de la scène. Cette journée se célèbre depuis 1982 en tant que symbole de la valeur créative et sociale de la danse. L'idée de la Journée internationale de la danse transcende les scènes de danse et touche les professionnels, les amateurs de danse et les amateurs les plus passionnés. La danse, dans son acception, est l'art de mouvoir le corps constitué d'une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. La Journée internationale de la danse a pour objectif de réunir les mondes de la danse et rendre hommage à la danse. Elle célèbre aussi son universalité qui franchit toutes les barrières politiques, culturelle et ethnique. La Journée internationale de la danse permet de rassembler l'humanité tout entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel. Qu'il s'agisse de la danse des rues ou des ballets, des danses contemporaines ou jazz, des claquettes ou des danses traditionnelles locales, la Journée internationale de la danse est ouverte à tous. En marge de cette célébration de la danse, nos reporters ont approché l'un des musiciens qui combine également la danse. Il s'agit du pasteur Aaron, musicien du gospel qui parle de l'importance de la danse. Selon lui, la danse, c'est un signe d'une bonne santé du corps. On l'écoute au micro de Graciel Kamanga et Rolly Lokinda. La danse ou le fait de danser est une recommandation biblique. Pour ceux qui lisent la Bible, dans Psaume chapitre 150, le verset 4, la Bible dit « Louez-le avec les tambourins, louez-le avec des danses ». Donc, comme pour dire, la danse fait partie de notre obéissance à la recommandation de Dieu qui veut que nous puissions le louer. Donc, quand nous dansons, c'est juste une manière pour nous de pouvoir exprimer la louange. La danse est un mouvement corporel. Donc, quand vous êtes en bonne santé, vous avez donc la possibilité de pouvoir mouvoir votre corps, bouger votre corps.
Et vous savez que l'exercice du corps est utile à notre santé. Donc moi j'estime que ça contribue aussi à notre santé, l'effet d'essuyer un peu. Il y a des danses qui vous demandent de sauter, il y a des danses qui vous demandent un peu de courir. Et la danse est aussi culturelle. Donc de toutes les façons, on peut louer Dieu sans danser, mais on peut aussi louer Dieu avec des danses. Mais l'élément le plus important, c'est que la danse fait partie des recommandations bibliques. C'est la volonté de Dieu que son peuple le loue en dansant. Pour des projecteurs à marge de cette journée, la danse s'est arrêtée sur Sarah Moukadi, une danseuse et chorégraphe. Cette dernière nous raconte son expérience en tant que telle dans ce focus signé Francine Bissenga et Roli Lukinda. Elle s'appelle Sarah Moukadi Kadima, une vingtaine d'années, mariée et mère de 3 enfants. Sarah pratique la danse. Pour mieux dire, Sarah est danseuse. Ici, elle nous parle de ses débuts avec la danse. Est-ce que la danse représente pour elle? J'aimais vraiment danser, j'avais au moins cet esprit. Quand j'ai débuté ma danse, c'était à l'église, lors de fêtes de Noël. Il y a aussi ma grande sœur Aînée Karine qui faisait un peu de la danse avant. J'ai appris la danse à travers elle. Et il y a aussi à Tendele, à mon école où j'étais, on avait un groupe de danse. Via la télé aussi, il y a Tchalamwana et Biliabel. Il y a aussi Ciara, la chanteuse américaine, qui nous a aussi emballé, que j'avais chaque fois les soucis de m'améliorer. Et en 2010, j'ai intégré la compagnie Harlem des Arts. C'est via la compagnie Harlem des Arts que j'ai développé plusieurs astuces. Et pour moi, la danse, c'est un métier. C'est via la danse que j'arrive au moins à m'adresser aux autres. Sarah a aimé la danse dès son bas âge, mais elle rencontre des difficultés dans son parcours. Je constate un peu dans mon pays, c'est qu'on se donne beaucoup de la peine quand il s'agit de football, quand il s'agit de la musique. C'est vrai qu'ils sont soutenus, mais ce n'est pas à grand feu. Sinon, ça serait bien aussi si l'État s'intégrait dans ce que nous faisons. Quand je rédige mes projets, je débarque de quelque part ou dans une entreprise. Par exemple, si la personne ne savait pas que tu étais marié et qu'il apprenne que tu es marié, et que s'il était vraiment en vitesse de pouvoir soutenir ton art, ton projet, la personne lâche. Ils veulent que toi, tu puisses les aider. Alors moi, c'est la danse ou rien. Mais à part ça, c'est le manque aussi des transports pour les filles. Voilà, les retards dans le boulot, quand vous devez travailler, les absences, il y a tout ça qui entre en jeu. Sarah ajoute que la danse tonifie les corps et muscle les dos. Et c'est l'expression de la joie aussi. Sinon, si tu as ton corps dans l'espace, qui exhibe le mouvement, les gestes, ressortir aussi ses sentiments. Donc, quand on crée, c'est nous qui invitons le public dans notre monde, et ce n'est pas le public qui nous invite. Physiquement, la danse permet de tonifier tous les muscles du corps, de sculpter la silhouette et de perdre du poids. Généralement, la danse améliore les performances physiques des individus, quel que soit leur âge, en travaillant les souffles et les cardio, a conclu Sarah Moukadi Kadima. Et c'est donc par cette journée de la danse que le matin terme cette édition Vespera de ce samedi. Mesdames, Messieurs, un immense remerciement pour tout ce qui l'aviez suivi. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Déjà tout à l'heure, vous allez suivre la question d'actualité consacrée à la question de l'enseignement. La journée nationale de l'enseignement est célébrée le 30 avril et décalée en ce 29 avril. Les défis et avancées, nous allons recevoir sur ce plateau des questions d'actualité tout de suite professeur Anatole Kabela, enseignant. Question d'actualité, c'est dans un instant.